I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucas. Aujourd'hui, émission mythique. Avant tout, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a de cela plusieurs siècles, à une époque lointaine, obscure et inconnue en 2002, de fins chercheurs ont retrouvé sous le sol d'une vieille église de campagne du sud de la France une plaque sur laquelle était inscrit quelque chose dans une langue inconnue. Il leur fallut plusieurs années pour déchiffrer cette plaque, je sais pas lire, qui a fait débat depuis. Finalement, ils découvrirent que sur cette plaque antique, écrite par des moines, on pouvait y lire une prophétie que je vais vous lire texto. Le 30 avril 2025, une émission de radio aura lieu à 19h, presque, sur Radio Campus Montpellier. Lors de cette émission, un homme singe, un homme phasme, un homme vert, un homme que je connais pas assez pour faire une vanne sur lui, et une princesse parleront de 3 films, abordant l'amour, les mythes et Clovis Cornillac. Cette émission aura une incidence sur le destin du reste du monde, en effet. Son final résultera en une inversion des pôles, une accélération de l'assèchement des océans, la remise à la mode du dab et une victoire de John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania 41. Bon, ça c'est déjà fait, ils ont du retard. Pardon, je reprends. Tous ces drames auront pour origine une blague. Une blague terrible, prononcée lors du final de l'émission et dont l'homme phasme serait responsable. Signé le moine Martinin, Sissi la famille, spécial dédicace à Mélina et Bastien André. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette prophétie ? Ça fait flipper, non ? Ouais, c'est pas ouf, pas ouf. 2012. T'as fait mieux comme intro. Ouais, je crois que c'est maintenant, en fait. La prophétie est en train de s'accomplir, j'ai l'impression que... Moi, je veux pas mourir, alors que dans 2 semaines, je vais voir Tom Cruise et Alain Chabat à Cannes. Donc, en plus, dormir quasi 2 semaines avec Hugo, enfin bon. Genre, quitte à ce qu'on meure tous après cette émission, autant bien la faire. Donc, autour de cette table, comme la prophétie l'avait dit, moi, donc un homme singe, un homme vert... C'est moi. Une princesse. C'est moi la princesse. Un homme que je connais pas assez pour faire une vanne sur lui. Je pense que c'est moi. Oui. Et donc un homme phasme. Pourquoi phasme ? Parce que les phasmes c'est bien, non ? Tu manges la tête Non. Non, ça c'est les montres religieuses. C'est vrai ça. Un homme montre religieuse alors. Tu préfères ? Mais je bouffe pas des têtes moi. Du coup, justement, non, tu te fais croquer en fait. Tu vas tous nous tuer. D'accord, ok. J'ai peur. Donc, avec eux, comme chaque mercredi, on débriefera pendant 1h30 de l'actualité ciné, actualité très chargée cette semaine, et donc on parlera de L'amour c'est surcoté de Mourad Winter, des jours meilleurs de Elsa Bennett et Hippolyte Dard, et de La légende d'Oshi de Isaiah Saxon. On enchaînera ensuite sur une carte blanche où on parlera des récentes déclarations du PDG de chez Netflix et où on se demandera si Hollywood a vraiment besoin d'un sauveur. On s'en fout, on meurt tous d'ici 1h30. Le top des films sortis cette semaine, puis on aura le quiz par Princesse Hugo. C'est moi. Mais avant tout ça, laissons Maxime, le destructeur de monde, nous présenter ses news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On entame ces news avec un mercato particulièrement complet. Lorsque j'ai commencé à mettre toutes les informations de côté pour ce qui est du casting, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. Alors plutôt que de faire mon fainéant, j'ai décidé, contrairement à d'habitude, de parler un peu plus que seulement de 3 films dans ce mercato. Voici donc une liste non exhaustive de toutes les petites nouveautés niveau projet et casting. On a tout d'abord l'acteur Keanu Reeves qui va incarner le méchant dans un film centré sur le groupe de rock américain Weezer. Le groupe a annoncé la création de ce projet durant leur représentation au festival de musique Coachella. Le film sera une comédie musicale hybride mélangeant concert filmé et documentaire. Le réalisateur iranien Asghar Farhadi s'apprête à tourner un film dans l'Hexagone avec un gros casting francophone de prévu: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel ou encore Adam Bessa. Le titre du film sera Histoire parallèle et le tournage débutera à l'automne sur Paris. Le réalisateur de Drive
Nicolas Winding Refn s'apprête à revenir sur grand écran après s'être focalisé dans le monde de la télévision dernièrement. Le film s'appellera Her Private Hell, son enfer privé pour les non-anglophones, et au casting Sophie Thatcher, Charles Melton, Christine Foster ou bien encore Havana Rose Liu. L'actrice Emma Mackey incarnera la sorcière blanche dans l'adaptation du Monde de Narnia réalisée par Greta Gerwig et produit par Netflix. L'actrice est aussi présente dans les prochains films Acorns de J.J. Abrams et Ella Mackey de James L. Brooks. La prochaine adaptation de Hunger Games Sunrise on the Reaping, traduite en français par Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson, vient de trouver son duo principal. Ce sont les acteurs Joseph Zada et Whitney Peak qui interpréteront respectivement les rôles de Haymitch Abernathy dans le District 12 et Leonor Dove Baird, sa petite amie. La sortie est prévue pour le 20 novembre 2026. Et enfin, l'actrice Sydney Sweeney tiendra le rôle principal dans le prochain film du réalisateur John M. Chu, qui a notamment réalisé Wicked. Le film sera une adaptation du jeu Split Fiction, qui met en scène deux écrivains bloqués dans leurs propres histoires. Le film sera écrit par les deux scénaristes du film Deadpool et Wolverine. Eh ben, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Moi, j'ai un peu hâte de Split Fiction. J'ai pas pu faire le jeu, mais il paraît que c'était pas apparemment, le Split Fiction est dans les GOTY de l'année. Ouais. Donc, apparemment, c'est très bien. Donc, pourquoi pas avoir l'adaptation. Ouais, alors l'équipe fait pas du tout envie. Par contre, John M. Chu, j'avoue. Mais Sydney Sweeney. Les scénaristes de Deadpool, mais Sydney Sweeney. Et pareil, moi j'ai hâte de voir Nicolas Winding Refn revenir au grand écran aussi, parce qu'il manquait. Je crois qu'on a aussi des projets qui arrivent d'ici peu et qui nous laissent voir des potentialités de casting. Et oui, tout d'abord, c'était déjà annoncé depuis quelques temps, mais un film Angry Birds 3 devrait voir le jour le 29 janvier 2027 dans les salles obscures. Cependant, de récentes publications sur Instagram ont laissé voir quelques membres du casting. Le trio Jason Sudeikis, Josh Gad et Danny McBride, les voix respectives de Red, Chuck et Bomb seront de la partie. On note néanmoins l'arrivée de l'actrice Emma Myers, qu'on a pu voir dernièrement dans Minecraft le film. On a également une adaptation live-action de Lego Ninjago, qui est actuellement en préparation chez Universal. Le film est écrit par les deux réalisateurs de la série, Kevin et Dan Hagman. De nombreuses spéculations sur le casting du film font ressortir des acteurs comme Tom Holland, Andrew Garfield ou encore Ryan Gosling, mais rien n'est encore confirmé, tout comme la date de sortie. Et enfin, Netflix vient d'officialiser qu'après la sortie du film Peaky Blinders, tiré de la série du même nom, la série devrait continuer après cela. On pense donc fortement que Cillian Murphy et tous les autres devraient reprendre leur rôle sans problème. Une réaction sur cette suite de Mercato ? C'était tellement long que je pensais que c'était... Non, là c'était toujours le Mercato. Ouais. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la carte blanche vu les projets que tu nous annonces, cher Maxime. Angry Birds. Mais attends, Lego Ninjago live action, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça existe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est des Lego mais en stop motion. Tu nous sors ce casting Ryan Gosling, Andrew Garfield. Moi je veux voir Tom Holland dans Lego. En tout cas, c'est les rumeurs qui étaient balancées dans les commentaires et dans la communauté. Faut arrêter de lire le Gorafi pour préparer les c'est-à-dire qu'au fait, il y a vraiment toute la communauté Lego Ninjago qui est très impliquée dans ce truc-là. Et il y a une communauté, comme il y a une communauté pour tout plein de films, comme il y a une communauté pour Taxi par exemple. Un mec. Dans cette avalanche de news dont j'ai pas l'air de m'intéresser, il y a le nouveau film d'Asghar Farhadi qui m'intéresse beaucoup. C'est J'apprenti, c'est ça ? Non, je confonds. N'existe pas. C'est Ali Abbasi, le réalisateur de Celui de Asghar Farhadi n'existe pas. Non, c'est celui à propos des lignes, séparation, le passé. Tout à fait. Ok. Bah c'est bien, comme ça on se sera trompé. Voilà. On sera passé pour des gros racistes en Oui, désolé. On continue ces news avec Alain Chabat qui devient de plus en plus productif ces derniers temps, dis donc. Alors que sa série Astérix Obélix, le combat des chefs vient de sortir aujourd'hui sur Netflix, d'ailleurs allez la voir, elle est magnifique, celui qui a été récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'Amour Ouf vient d'évoquer le souhait de se lancer dans un autre projet qui lui tient à cœur. En effet, le réalisateur, producteur, scénariste, acteur, humoriste et présentateur de télévision ne cache jamais son amour pour l'univers de la BD depuis tout petit et aimerait réaliser une adaptation de certains albums des aventures de Spirou et Fantasio. L'intrigue se centrerait sur les tomes 15 et 16, respectivement nommés Z comme Zorglub et l'ombre du Z. Le Z c'est pour Zorglub, pas pour Zemmour. Alain Chabat s'est exprimé sur ce projet disant que, je cite, le film que j'ai en tête quand j'y ai réfléchi, il est trop cher. Il est beaucoup trop cher. Je crois qu'il aurait coûté plus cher que Mission Cléopâtre. Alors le moment de rappeler que si cette adaptation doit coûter plus cher que son excellent Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais qu'elle est d'aussi bonne qualité, si je suis le cinéma français, je dis banco tout de suite sans réfléchir. Il a dit banco. Et il a dit banco, exactement.
Cette adaptation ne sera pas cependant une mince affaire car les 2 albums ont marqué l'univers de la SF de la bande dessinée francophone, mais quand on s'appelle Alain Chabat surtout, on est capable de tout. Une réaction sur ce potentiel projet Made in Chabat? Il est long ce mercato. Ouais, il est très long ce mercato. C'est pas un mercato, c'est une news. C'est plus mercato. Ah oui, non, mais je sais, mais c'est quand même. Alors, je sais que t'as l'habitude des news extrêmement longues que tu fais, mais on n'est plus dans les. L'album Z Comes the Globe est extraordinaire. C'est culte aussi, c'est aussi culte que Astérix et Cléopâtre. Et le souci, c'est que la dernière adaptation qu'on a eue de Spirou, c'était difficile. C'était difficile. Donc, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? C'est ça le truc. Est-ce que c'est un truc qu'il dit j'aimerais bien le faire, ou est-ce qu'il va vraiment le faire? Il a dit c'est un truc qui trotte dans sa tête, donc reste à voir s'il le fait. Sans trop déborder sur Astérix, il a l'air plutôt à l'aise sur l'animation dans les bandes dessinées, donc. Est-ce que tu penses que ce serait animé? Je pense que ce serait animé. Ouais, il a. Enfin, en fait, je vais pas trop parler d'Astérix parce que je le réserve pour plus tard, mais vu ce qu'il fait avec Astérix, je pense que là, il se rend compte que la BD, c'est peut-être plus facile de faire quelque chose de sympa en animation. Ouais, ok. On enchaîne par l'éducation nationale qui s'oppose à la diffusion d'une série en classe. Interrogée sur France 2 au sujet de la diffusion dans les établissements scolaires en Angleterre de la série Netflix Adolescence, la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne a rejeté l'idée de faire la même chose en France, argumentant qu'il existe déjà de très bonnes séries françaises sur le sujet, mais sans pouvoir en citer une seule. Comme quoi, décidément, dans le pays des droits de l'homme, avec des grosses guillemets, et pour ceux qui sont à la radio, oui, j'ai fait des guillemets avec mes doigts, peu importe le contexte, dès que vous n'êtes pas français, c'est toujours aussi compliqué de pouvoir être intégré. Pour rappel, la série Adolescence aborde les thèmes de harcèlement et de violence scolaire, ainsi que les influences misogynes et masculinistes visibles sur les réseaux sociaux. Rappelons également que ce n'est pas parce qu'une série n'est pas française qu'elle parlera moins à de jeunes Français, que chaque année le harcèlement et la violence touchent plus d'un enfant par classe, peu importe le niveau scolaire, et qu'avec des drames comme celui de la semaine dernière à Nantes où un élève adorateur du 3e Reich a sauvagement poignardé 4 élèves entraînant la mort de l'un d'eux, la violence dans les établissements scolaires doit être prise au sérieux et le cinéma est là pour aider, peu importe la langue. Une petite réaction sur ce refus? Alors, je ne vais pas défendre Elisabeth Borne, c'est pas mon intérêt, mais d'où tu veux le... Il y a un programme très précis. Je sais pas ce que c'est Adolescence. J'ai pas vu. C'est la série Netflix mais je m'intéresse pas du tout à ce que fait Netflix. C'est des épisodes qui sont uniquement en plan séquence, donc c'est des épisodes de 1 heure en plan séquence, et ça retrace justement l'histoire d'un adolescent qui est accusé du meurtre d'une camarade. Ok. Mais c'est un peu... Enfin, c'était diffusé dans quoi comme classe? En fait, à Londres, c'était diffusé. Oui, mais dans quel niveau? C'était plutôt collège-lycée. Ouais, bon. Et la question simple, c'est il y a un programme très précis au lycée et au collège, d'où tu peux caler une série de 5 heures. Bah après, ils calent des trucs de prévention, tu vois. Oui, voilà, il y a toujours des... Après, tu cales pas la série en entier. Ah oui, seulement un ou 2 épisodes, au moins pour évoquer les thèmes et après parler et en débattre. Pas tout, parce que j'ai vu la série et son propos et va de l'épisode 1 ou l'épisode 5. Du coup, pour tout comprendre, il faut parler de tout. Après, donc ça peut permettre justement aux spectateurs qui ont vu, s'ils diffusent genre 1 ou 2 épisodes, d'aller voir la suite et justement d'en parler aussi. Et ils peuvent aussi donner la série à voir à la maison. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Ça peut être des devoirs. Ça peut être des devoirs. Regarder une série, c'est un devoir que j'aurais fait avec plaisir. Ça peut être juste un conseil aussi. Oui, aussi, oui. Juste en parler. Bon, juste en parler, mais c'est terrible que les mêmes mecs qui te parlent de mondialisation refusent d'aller vous regarder des programmes étrangers, quoi. On finit par le Festival de Cannes qui vient de trouver son jury. Lundi soir, le compte Instagram du festival à la Palme vient de révéler la composition intégrale du jury de cette 78e édition. Juliette Binoche avait déjà été annoncée depuis un moment comme étant la présidente du jury, mais il restait à savoir qui sera de la partie pour l'accompagner. Nous aurons donc Jérémy Strong, qu'on a pu voir dans le sublime The Apprentice, allez le voir bordel de merde, mais également Alba Rochwacher, Dieudo Hamadi, Leila Slimani, Hailey Berry, Carlos Regadas, Payal Kapadia et Hong Sang-soo. Ma question est la suivante, est-ce que le jury vous convient déjà et est-ce que vous avez peut-être un potentiel pronostic uniquement via la sélection? Non, un pronostic c'est impossible. Tu sais quoi, j'ai oublié la sélection alors que il y en a trop aussi. Il y en a trop. Non, en vrai, je suis assez content de ce jury. Généralement, ils arrivent toujours à sélectionner des sensibilités différentes et des regards différents. Et là, entre Payal Kapadia, Hong Sang-soo, Alberi, etc., je trouve qu'il y a vraiment une diversité de points de vue qui est intéressant. Après, les palmarès à l'avance, c'est impossible. Toujours impossible à deviner. Surtout, c'est intéressant aussi de constater que c'est un jury où il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. C'est important de le mettre en lumière aussi. Il y a 6 hommes et il y a 6 femmes et 3 hommes. Et j'avais peur qu'il tombe sur la surenchère parce que l'année dernière il y avait quand même beaucoup de gros noms dans le jury. Et j'avais peur qu'ils partent un peu aussi là-dedans. Et on met de plus en plus de gros noms dans le jury. Non, là ça va.
c'est des gens qui sont quand même installés, mais c'est des gens c'est tu comprends pourquoi ils sont là. super diversifié, Voilà. c'est cool, et c'est pareil c'est ce que pour tu le jury disais. d'un certain regard qui est tombé il y a pas longtemps aussi. Mhm. Je trouve que c'est très intéressant. Donc Dans un certain regard, on a notamment, on a la réalisatrice de 20 dieux. oui, Louise Courvoisier, c'est présidé par Molly Manning Walker qui a Tu fait l'as mal dit Hot par Web Sex. contre, hein. C'est 20 dieux. C'est 20 dieux. 20 pardon. dieux. Et on a aussi l'acteur Nahuel Pérez Biscayart, qu'on retrouve dans l'excellent Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Et allez voir Succession, il y a Jeremy Strong, il est incroyable dedans. Voilà. Oui, bah arrêtez de Allez, les voir recouper. Bon, merci Maxime pour ces actualités. On peut maintenant rien. passer au débat de la semaine, les derniers avant la destruction de notre monde. Comme chaque mercredi, donc 3 films sont au programme de nos débats. Un film avec le mec du Whoop qui est alcoolique et dont le père c'est Willem Dafoe qui doit partir au Maroc pour trouver l'amour avec un petit singe roux. Mais qui a encore mélangé mes fiches ? Simon ! Merci. Bref, on va commencer nos débats par une grosse attente personnelle, la nouvelle production A24, film d'aventure faisant la part belle aux effets pratiques. C'est parti pour la légende d'Oshi. I was born on a small island in the Black Sea. People say it's a dangerous place. There are bears and wolves and something else. Something people fear is much worse. Your parents have offered you to this cause. They say here, protect us, save us. We are cursed with a wickedness. The Ochi. It's okay. You're not like they say. Yuri, what is this? I'm taking him home. She's been kidnapped. Let's go. They can't be our pets. He's my friend. No! I can talk to you! I'm not asking you to understand. Yuri, we're your family! Just trust me. Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées les Oshi, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Oshi abandonné par sa meute, déterminée à le ramener auprès des siens. Yuri va défier les interdits et s'engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt. Donc au casting, on retrouve Elena Zengel, Willem Dafoe, Finn Wolfhard, Emily Watson, Razvan Stoica, Carol Bors et beaucoup d'autres acteurs que je vais pas dire parce que je vais écorcher leur nom. Jonathan, jeune palmipède amphidomaniaque, ton avis ? Je m'y attendais pas. Écoutez, je trouve que c'est un film qui est assez balisé de toute façon en termes de référence années 80. Donc c'est quelque chose qu'on voit très rapidement. Je trouve que ça le rend aussi un petit peu pesant, peut-être un peu trop pour son propre bien, mais je trouve qu'il y a un réel soin apporté aux détails, à la lumière, à la colorimétrie, à la mise en scène, à l'atmosphère, et qui fait que ça me séduit et ça m'embarque dans le monde. Je trouve ça assez léché, je trouve ça assez précis, notamment sur le cadrage. Bon, il y a des gens qui font pas mal de références à Wes Anderson, même si je trouve que c'est un peu facile comme référence, mais je trouve vraiment pas. Ouais, voilà, je trouve que le film s'en éloigne pas mal. Quoi, enfin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelquefois d'asymétrie, donc c'est tout. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que le film est fait avec rien, il y a 10 millions d'euros de budget, enfin de dollars, pardon. Donc je trouve qu'il arrive à développer une ingéniosité de mise en scène qui est assez remarquable. Et ce qui me gêne par contre, c'est tout ce qui est autour de la caractérisation des personnages. C'est que je trouve que le récit, quand il se déploie, il a du mal à m'accrocher avec les enjeux narratifs autour des personnages, parce que je trouve que je comprends pas les liens qui les unissent. Je parle en termes d'implication émotionnelle, il y a quelque chose qui m'embarque pas malheureusement, où je suis pas touché avec les personnages, parce que bon, l'une des principales références, je dirais que c'est E.T. Logiquement, parce que vraiment en termes de construction, on est vraiment quasiment sur la même chose. Et voilà, j'ai pas cette même accroche émotionnelle, je devrais être un petit peu plus dévasté, ça l'est pas, mais je considère quand même que c'est un très bel objet, effectué avec soin et respect, et conscience aussi de tout son héritage
Hugo. Lequel Lequel le jeune homme ici. Ok. Je suis sorti un peu de la salle du dubitatif quand même sur ce qu'on avait vu. Du coup, en fait, j'avais l'impression, mais je te l'ai déjà dit Lucas, que j'avais vu ce film 100 fois. Et surtout que c'est le même schéma narratif que E.T. et que surtout Dragon. On est vraiment presque à la même histoire. Mais en fait, ils volent pas quand même, par contre. Oui, ils volent pas, mais c'est un peu dommage, truc ça, en fait. Un petit singe qui vole quand même. Ah oui, Kid. Non, c'est que je veux dire, c'est que c'est une fille qui a perdu un parent, qui a un père qui ne l'aime pas trop et qui s'embarque avec une tribu pour chasser un monstre. C'est un monstre et la petite adopte un singe. Donc presque la même histoire, mais pour moi c'est un non-problème en fait. Ça c'est pas un problème et on s'habitue vite au schéma, mais le problème c'est qu'il n'y a pas trop de surprises en fait. Tu prends comme schéma narratif E.T., Dragon, tout ça, tu as essayé de faire quelque chose de nouveau, d'apporter un élément nouveau, mais là il n'y a pas trop de nouveaux éléments. Mais là je regarde d'abord et après le film reste quand même un peu dans mon imaginaire, d'abord par son esthétique qui est très belle, très marquée. Même si je trouve qu'il y a des plans qui font très artificiels quand même, deux fois. Je trouve où il y a des utilisations de fond vert et tout ça, de décors qui me vendent pas trop, mais le film reste très beau, je trouve. Et il faut le dire, le travail sur les marionnettes et sur les scènes sont incroyables. Et on n'a jamais eu des marionnettes aussi précises dans leurs mouvements. Et en fait, il y a un truc que je voulais élaborer aussi, pardon, je fais un peu long, c'est qu'il y avait la question de l'IA dans le film. Est-ce que c'est utilisé ou pas ? Et je pense pas que c'est utilisé, mais ça me fait quand même peur parce que maintenant, dans mon appréciation du film, je me demande s'il y a l'IA ou pas. Et c'est quand même représentatif que l'IA s'est bien installée. Bref, ça n'a aucun rapport avec le film, mais je vois le réalisateur et le budget et je me dis que ça reste quand même un très bon film, vu que c'est le premier film du réalisateur et que c'est à 10 millions de dollars pour les États-Unis, c'est que dalle. Donc moi, le film me plaît quand même. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je suis absolument bluffé par ces animatroniques qui sont juste magnifiques. Très impressionnant. Jamais je n'ai vu en fait un animatronique, j'ai toujours vu une créature quoi. Elles sont vivantes, elles sont là, elles sont tangibles parce que c'est des effets pratiques et je loue la personne qui a voulu faire ce film en effet pratique. Et surtout que c'est un cinéma, j'ai l'impression, ce cinéma d'aventure à hauteur d'enfants, d'adolescents, qui n'existe plus trop à Hollywood, en tout cas dans les grosses productions, qu'on a un peu perdu depuis E.T., depuis les Goonies. Parce qu'on en a fait trop. On a fait trop, mais du coup, comme ça. mais il y a plus, mais du coup on le fait plus. Et je trouve ça cool que les indépendants le ramènent un peu. Alors il y a ce film, il y a eu Riddle of Fire l'année dernière, voyez-le, c'est trop bien. Du coup je suis très content de voir ce film. Et même si bah oui, il a des problèmes de narration, il a pas mal de. C'est vrai que l'histoire elle m'emporte pas énormément, que la scène finale c'est un petit peu osef et un petit peu gnangnan. Bah, je suis quand même content de le voir parce que c'est quand même un cinéma que moi, ce genre de cinéma, il a bercé mon enfance, donc je suis content d'avoir ce petit pet de nostalgie un peu de temps en temps, quoi. Après, est-ce que c'est pas quelque chose que les grands majors hollywoodiens reprennent aussi, parce qu'on a eu Star Wars Skeleton Crew qui reprenait aussi. On a eu Stranger Things, mais tu vois, on a eu Stranger Things. Ouais, mais c'est des séries. Au cinéma, on a plus ça. On a plus de grosses sorties familiales de ce type, en fait. C'est vrai. Après, je suis pas sûr qu'il ait une volonté d'être si familial que ça dans le. Oui, il est un peu plus. Parce qu'il y a quand même, il est très marqué indé à 24, oui, mais à 24, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'assez réjouissant de retrouver cette atmosphère poétique, familiale et magique qu'on retrouve notamment chez Spielberg. Et je voulais faire aussi une petite mention quand même au casting. Je trouve que l'actrice principale que j'avais découverte dans Benny, et je voulais éviter de décorcher son nom. Elena Zengel. Oui, découverte dans Benny, qui était un très très beau film allemand. Et William Dafoe, il fait du William Dafoe, mais je trouve qu'il a son corps, il a une physicalité quand même il peut tout jouer, ce mec, c'est quand même assez fou. Je suis pas d'accord que William Dafoe fait du William Dafoe. Je veux dire, ça me surprend pas de le voir dans ce registre-là et qu'il soit bon dans ce registre-là. Mais il est bon et je trouve que en fait c'est une évidence que c'est de prendre William Dafoe en fait. Oui, je trouve que c'est très bien de lui. Il a une sorte de artistique dans son corps. En fait, c'est presque un danseur dans le film et je trouve qu'il est très bon dedans et c'est William Dafoe est toujours bon de toute façon. Par contre, Finn Wolfhard n'a rien à jouer, c'est terrifiant. Enfin, en fait, c'est pas tant que lui le problème, c'est que vraiment son arc est un peu inexistant, quoi. Ouais, Armand lui a donné pas beaucoup de matière à jouer. Ouais. Maxou.
Quasiment tout a été dit. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, que oui, le scénario c'est du vu et revu, du congelé décongelé. Les personnages sont pas toujours bien caractérisés, si bien que j'ai eu un peu de mal quand même. Tu as l'air quand même plus négatif que les autres déjà. Non, même pas forcément, parce que j'ai pas passé un mauvais moment en soi. Parce que t'as aussi ce truc de ces personnages. J'ai pas toujours été bien accroché par ces personnages. Je me suis pas vraiment senti impliqué dans l'histoire. Mais oui, il faut reconnaître que effectivement, visuellement c'est incroyable, esthétiquement parlant c'est incroyable. De toute façon, ça se voit direct que la patte A24 là, il a été collé dessus et c'est super beau. Non, moi au fait je trouve que le film marche bien, surtout au fait parce que c'est la condition dans laquelle j'ai vu le film qui a marché. Devant moi j'avais une mère et ses 2 enfants qui avait amené ces 2 gamins qui devaient avoir en dessous de 10 ans je pense, et au début je vois, et c'est la scène de début elle est quand même assez impactante. Il y a une présence un peu c'est pas de la violence, mais bon, il y a une certaine tension, et je me dis quand t'es gamin, ça peut peut-être faire un peu peur, ce genre de truc. Je sais pas comment ont pu réagir. Donc ça, c'est un gâché de la séance. Ces enfants. Non, ça m'a pas gâché. Non, c'est pas ça. Ça m'a pas gâché, bien au contraire. Et je trouve justement qu'il y a eu un espèce d'émerveillement de la part chez ces gamins, surtout parce que j'ai vu au fait à la fin leur réaction quand ils ont discuté avec leur maman, tout ça. Et je trouve au contraire que justement c'est ce qui fait la force de ce film, c'est qu'il arrive à être très simple, mais par contre le fait qu'il soit visuellement beau et qu'il arrive à la fois à rester simple dans sa manière de raconter une histoire, et du coup il correspond totalement à tout public au fait, donc il marche très très bien dans ce qu'il fait. Il est simple mais efficace. Voilà. Moi dans les films de jeunes, il faut avoir des moments traumatisants pour les gamins. Enfin, je trouve. Ouais, genre la liste de Schindler, quoi. Il y a des scènes dans les Disney qui sont mythiques parce qu'elles nous ont fait tous peur. Voilà. Genre Bambi. Genre Bambi, le très bien exemple. Même quand tu regardes les films du début des années 2000 qui étaient destinés aux enfants, je veux dire Pirates des Caraïbes, c'est pas. Pirates des Caraïbes, c'est pas light. Dans le 3, on commence sur une. Même le premier, t'as les squelettes, mais t'as des grosses baves de sang, tu vois. Et le 3, c'est pas vous qui payez la psychanalyse après. Hein. Même E.T. en vrai. Puisqu'on parlait d'E.T., il y a des trucs durs. C'est dur en vrai quand t'es gamin. Non, mais ça te construit en fait. Oui, voilà. Non, je suis d'accord que c'est important. C'est pas lisse, il faut qu'il y ait des émotions aussi contrastées et puissantes qui s'expriment, je suis d'accord. Et bien ainsi, si vous voulez élever vos gosses, emmenez-les voir La Légende de Chi, et puis voilà. C'est tout ce qu'il faut faire pour élever ses gamins. C'est la seule chose à faire en 18 ans. Bien sûr. Collez-les devant leur écran. Voilà, vous avez ça à faire. Faut les mettre devant un écran, c'est connu. Merde. Bon, pour notre second film, on va parler d'addiction. Alors, bien que moi ce soit la cocaïne, nous allons parler de l'addiction à l'alcool dans une petite comédie avec Clovis Cornillac. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de mairie dans ce film, sinon on va perdre mon Maxou. C'est parti pour la bande-annonce des jours meilleurs. Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On jouait à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. J'ai lu que vous êtes en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi. Tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il l'a fait à l'école. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool, franchement. Allez. Non mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale. Le sport freine les envies de consommer. Et cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? Qui a son permis? Ok, à qui reste des points? Bon, on verra ça plus tard. Et toi? Si on est là aujourd'hui, c'est pour apprendre à se repérer. T'as tout sur la carte et la boussole. Allez, regarde bien l'écart. Qu'est-ce que tu fais? Tournez pas en rond. Et les autres qui suivent, mais non, mais c'est pas un manège. C'est terminé pour toi, là? Bah, elle est un peu en biais, quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi, non? S'il n'y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. Bourbon, tête de con. Le Ricard, c'est de la bombe, bébé! Ah non, Chantal. Ah non, c'est l'inverse. À la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle n'a plus le choix, elle doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, 2 femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif, participer au rallye des dunes dans le désert marocain.
Il devra s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. Au casting, Valérie Bonneton, Michel Larocque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac, n'est-ce pas Maxime, Sophie Lebout, Myriam Akediou, Laurence Gauthier, Manuel Gignon. Bah alors Maxime, qu'en as-tu pensé, mon huile de coco aromatisée au champagne? Ouais, bon, il n'y avait pas de mairie, tant pis. Bon, il y avait Clovis Cornillac quand même. Mais il y a Clovis. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est vraiment la petite référence au fait que j'avais adoré Monsieur le maire, où Clovis Cornillac du coup jouait le rôle d'un maire dans un petit village de campagne. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ce film? Je l'ai grandement apprécié. Je pourrais dire, il y a 4 raisons qui font selon moi que ce film il m'a vraiment plu. La première, toute la partie entre guillemets finale du road trip, justement dans ce désert, je pense que c'est une surprise pour personne. J'adore les voitures et je trouve que c'est très bien filmé, et surtout il adore les voitures. J'adore les voitures. Je crois qu'il adore Taxi, mais je suis pas sûr. Non, lance pas. Et je trouve sincèrement que dans ce film, non seulement c'est très bien filmé, mais surtout qu'on prend le temps dans cette partie, parce que la plupart des films de ce type-là auraient tendance à trop rusher cette partie-là, je trouve. Et là, vraiment, on accorde du temps à cette course justement dans les dunes, et je trouve que c'est justement très bien qu'on lui accorde beaucoup de temps. La deuxième chose, je trouve que ça met en valeur des femmes, et surtout des femmes âgées, et c'est très bien dans le cinéma, surtout dans le cinéma français, où on commence enfin à se rendre compte que bizarrement il y a des actrices de plus de 50 ans et elles jouent bien, et elles jouent très bien, parce que dans ce film en tout cas je trouve qu'elles jouent très bien. Elles jouent toutes très bien, elles ont un très bon jeu. Je me suis senti, il y a vraiment des gens et des actrices, quand je les ai vues jouer dans ce film, ça me rappelait des gens que je connaissais dans la vraie vie. Et j'espère que j'écoute pas la. Non, j'espère pas. Le troisième point, je trouve que c'est un film utile surtout. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'alcoolisme c'est un danger, et que l'alcool c'est une drogue au même titre que tous les autres types de drogues, et on a trop souvent tendance à relativiser tout ça, parce que oui, bon, le petit verre de vin au repas, etc. Bon, je fais mon bobo woke là, c'est mon moment, mais voilà, il faut rappeler justement. Les woke adorent le vin. Exactement, mais je pense que c'est toujours quand même important de rappeler que l'alcool ça peut être un danger, donc c'est pas plus d'un verre par jour et pas tous les jours. Voilà, c'est comme ça, c'est le slogan. Et la dernière chose qui fait que ce film a un peu touché mon cœur, c'est parce que j'ai eu une grosse pensée au fait envers ma maman, parce que ma maman, elle a bossé pendant plus de 10 ans dans un établissement justement qui soigne les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, et dans le personnel soignant qu'on voyait, alors certes pas forcément toujours filmé, mais qu'on voyait quand même un petit peu, il y avait cette présence là, et au fait moi je voyais ma maman dans ce personnel, et je trouve justement qu'on a besoin de cette représentation là. Voilà, donc je sais pas si elle m'écoute là, mais j'ai pensé à toi, maman. Voilà. On l'embrasse. Hugo. Ouais, alors le problème c'est que maintenant je peux rien dire de négatif, parce que Maxime va traiter de misogyne, ou alors que je déteste sa mère, donc c'est vraiment compliqué. Non, on m'a traité de raciste. Or, le fait que tu détestes la mère de Maxime. Ah oui, bien sûr, ok. En fait, le problème c'est que tu t'as dit je fais mon bobo walk, c'est ça mon problème avec ce film, c'est que c'est un film de bobo. Non, mais c'est vraiment pas des comédiennes que j'apprécie de base. Qui boivent du vin. J'ai rien contre les personnes, c'est juste que les films dans lesquels elles ont joué, c'est pas exceptionnel, donc notamment Michel Larocque et Valérie Bonneton. Là, je m'attendais. Sabrina Ouazani. Hein. Oui, toute Pattaya. Oui, toute pour une. Je ne m'attendais à rien. J'ai quand même. Alors, sans dire que j'ai apprécié, j'ai trouvé ça ok. C'était plutôt un moment sympa. En fait. Ouais, les comédiennes sont très très fortes, elles jouent très très bien. Notamment, tu parlais en off de cette scène d'ouverture, je la trouve géniale parce qu'elle est complètement enlevée. Il se passe, en fait, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. À la fois, en fait, j'avais l'impression de pas rentrer dedans, et à la fois de rentrer dedans, c'était très particulier. Et effectivement, j'aime bien aussi ce road trip final qui est pas juste. En fait, j'aime bien cette idée que le road trip ne soit pas juste une fin en soi, mais que ce soit une vraie étape dans leur développement. Et qu'il y a même un côté Battle Royale, parce qu'au début, le film commence avec un nombre de personnages. Non, mais c'est vrai, il n'a pas tort. Avec le film. Oui, mais le film commence avec un certain nombre de personnages, il va finir avec un nombre très restreint de personnages. Et c'est... il n'en reste qu'une à la fin. Alors, c'est à la fois très pessimiste et peut-être mieux pour la narration. Oui, il n'en reste qu'une à la fin. Je m'en souviens plus. Ouais, et mais du coup, dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel, c'est pas forcément très bien, mais c'est un film que vous pouvez voir à la télé un jour si vous vous ennuyez. Je sais pas trop quoi ajouter.
Moi je dirais pas que c'est un battle royale, je dirais que plus que c'est un conclave d'alcooliques. Alors, j'ai pas vu le film, alors les références, je m'y attendais vraiment pas. La conclave, battle royale. Non, mais c'est vrai que ça donne pas envie de voir un conclave d'alcooliques dans un battle royale. Je signe. Avec Michel Larocque. Ils vont se mettre une cuite au vol, Metz. Non, c'est que en fait, on embrasse la mère de film Maxime. est très bon dans les 5 premières minutes et après ça reste un film social français. Voilà, c'est qu'on a pas vu beaucoup en fait. Voilà, je trouve vraiment les 5 premières minutes m'ont vraiment étonné, je les trouvais génial. Et je trouve aussi le film très pessimiste. Hein. Ouais. C'est vraiment la dépression jusqu'à la fin. Parce que l'alcool, c'est pas toujours très joyeux. Non, mais je veux dire, même quand ils boivent plus l'alcool, bon, voilà, les pauvres, c'est vrai parce que en fait, je trouve que c'est une bonne représentation aussi que malheureusement, on a très souvent tendance à dire il est bourré, mais quand les personnes qui sont alcooliques ne sont pas bourrées, elles vont pas toujours bien, en fait, justement. Et voilà, et c'est ça aussi que. Quand on est malade, je trouve que voilà, exactement, quand on est malade, on n'est pas bien. Du coup, c'est peut-être un défaut du film aussi de traiter juste le problème de l'alcool, de ne pas chercher ce qui est en dessous, de pas en fait comprendre pourquoi ces personnages en sont arrivés là en fait. C'est esquissé le temps de quelques scènes. Je trouve que ça l'est montré notamment dans cette entre guillemets partie documentaire, cette partie documentaire où on a les interviews en face à face. Et ça, c'est super bien. Alors pour moi, je trouve que c'est une bonne et une mauvaise idée. D'abord, c'est une très bonne idée d'interviewer comme ça, mais c'est très mal placé dans le film. Ça casse le rythme. Ça sert de transition entre les scènes, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre, et surtout qu'on l'a plus après. En fait, pendant 1 heure du film, on l'a, et après, on l'a plus, et ça disparaît. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée, mais très mal mis en place. Voilà. Je sais pas si on a entendu Simon. Non, en gros, Simon a dit que ce truc d'interview, ça vient du réalisateur qui faisait déjà ça dans ses autres longs métrages. D'accord, j'ai pas vu ces longs métrages, donc. Pardon, ça vient du co-scénariste Louis-Julien Petit qui faisait déjà ça dans ses autres longs métrages. Mais là, je trouve on remercie Simon. Alors, c'est une bonne idée, mais c'est très mal placé. Et autre chose, je déteste Clovis Cornillac. Voilà. Alors là, c'est impardonnable. Par contre, je tiens à dire quelque chose. Je tiens à dire quelque chose. Là, Clovis Cornillac se démerde pas trop mal dans ce film. Après, je trouve qu'il fait quand même du Clovis Cornillac. Il fait du Clovis Cornillac, mais il fait du Clovis Cornillac comme dans beaucoup de films. Malheureusement, il fait du Clovis Cornillac. Combien d'acteurs ne font tout le temps la même chose et qu'on les aime quand même? Moi, j'ai surtout envie de poser une question. Combien d'acteurs font du Clovis Cornillac? Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. Mais sincèrement, Clovis Cornillac est 10 000 fois mieux dans ce film que dans La Réparation qui est sorti la semaine dernière et qui vraiment est juste. L'histoire n'est pas intéressante. Je dis que je ne vois pas le rapport. Moi, j'aime beaucoup Clovis Cornillac. Mais moi, j'aime pas. Je déteste ce gars. Pardon. Non, mais c'est vrai. Il me sort. En fait, il me sort. C'est un de ces acteurs que t'as pas de raison de pas aimer. Oui, ça arrive. Et moi, c'est un des acteurs que j'aime pas. Voilà. Moi, je trouve qu'il cabotine dans le film. Moi, tu vois, j'ai un peu ça avec Michel Larocque. Alors, j'ai beaucoup de mal avec Michel Larocque et aussi avec Sabrina Ouazani. Et là, dans ce film-là, je les ai trouvés super. Alors que j'ai vraiment beaucoup de mal avec elle habituellement. J'ai beaucoup aimé Valérie Bonneton. Valérie Bonneton, moi j'ai pas de mal avec elle, j'aime bien de base. Donc, oui, mais moi j'aime bien parce qu'elle fait pas ci, fait pas ça. Donc je te jure, c'est ma seule référence d'elle. Mais je l'aime bien et elle joue bien dans le film, je trouve. Voilà. Mais je suis d'accord, je trouve que le trio d'actrice principale est très bon. Je trouve aussi un truc, c'est les scènes dans le garage qui ne fonctionnent pas. Voilà. Je n'arrive pas avec ces scènes et je trouve ça dommage. Voilà. Eh bien écoutez, on vous conseillera de vous faire votre propre avis finalement. Oui. C'est toujours mieux. Et oui, c'est toujours mieux. Marquons une première pause dans l'émission. Et je pense qu'il faut appeler un sauveur maintenant parce que le monde va mourir. Je sais plus parler. Quelqu'un qui nous aidera à ramener l'équilibre dans la force des blagues de TCS. Non, pardon. Léo Scarax. Non, mais je ne vous chauffe pas, vous n'aurez pas la ref. Mais quelqu'un qui aura la force de rééquilibrer tout ça. Et je n'ai qu'une seule chose à dire. C'est Kermit. Say his name. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Cause they love him in London and Paris and Tokyo, America, Scotland and Canada and Mexico. They say I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. And say, oh, I believe in Joe Hendry. Joe Hendry is so prestigious. Wave your hat
Eh oui, tout à fait, merci Joe Hendry. Terminons nos débats avec l'adaptation par l'auteur du livre lui-même, L'amour c'est surcoté de Mourad Winter. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Bah moi non plus. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ice Map. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez. T'es une prostituée. Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. Toi, t'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, Ouais, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous les jeunes vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontre à Zobé, là. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux. J'arrête. Bonne nuit. Alors, je vais vous lire le synopsis que je trouve absolument fabuleux, parce que ça commence par diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans, jour pour jour, après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à 2 mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore qu'il débute une grande aventure, un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Wow. Au casting, Hakim Djemili, Laura Felpin, Benjamin Tranier, Abdullah Sissoko, Alassane Diong, Steve Tchétchen, François Damiens ou encore Clotilde Courreau. Hugo, qu'en as-tu pensé, mon Transformers Fiat Panda? J'ai bien aimé le biopic sur Maxime, incroyable. Le biopic sur Maxime. Mais je t'emmerde. Oh là là. C'était une blague, c'était une blague. Ah ouais, alors qui est lui? Qui est lui? Quel personnage? Alors, on rappelle moi, que je suis Benjamin Tranier, évidemment. Voilà, c'est ça. Tu es Benjamin Tranier. Le raciste, pour préciser. Tu es Benjamin Tranier. Ouais, tu pécho, ça veut dire. Attention. Le film me plaît, me parle aussi dubitatif, un peu. Comme je suis un peu dubitatif, mais le film me plaît, me parle un peu dans ses sujets. D'accord. Tout va bien, tout va bien. Dans ces fusées et tout ça. Non, c'est fusées. Fusées, pardon, pas les fusées, c'est pas spécifique. On n'a pas vu le même film, non? Non, dans ces fusées, surtout au moment de la. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a Simon qui a dit que t'étais con. Oui, je suis con, oui. Dégage-le un petit peu, peut-être. Ah non, et en fait, le film parle pas principalement de l'amour, même si c'est un gros sujet. Il parle de la perte d'une personne, en fait, et du comment ça s'appelle, le deuil. Le deuil, merci. Le deuil, et je trouve que c'est très bien fait, que c'est le meilleur sujet du film. Et la force du film, ce sont les personnages secondaires. Je trouve tous les personnages secondaires Maxime, incroyables. Notamment Maxime, notamment aussi Dooms, notamment Laurent Felpin qui est... C'est vrai que Dooms, le personnage de Dooms, je m'attendais pas du tout à l'apprécier. Putain, j'ai eu peur moi aussi quand j'ai vu le Dooms. Je me dis allez, c'est la racaille. Je me suis demandé où ça allait aller, et en fait c'est très intéressant. Mais là, son développement est très bien. Il m'a un peu touché en fait. Donc et surtout il parle le fait de la masculinité toxique en fait, et pourquoi les mecs n'arrivent pas à partager leurs émotions. Mais le film a des problèmes. Tout d'abord, dans son scénario, dans une scène spéciale, les séances au psy. Je trouve ça horrible. Les séances au psy, ça te fait comme un peu dans les interviews, en fait. Ça te coupe les scènes. Ça alourdit le rythme. Je trouve ça très bien. Je trouve ça pas très bien. Mais aussi, le sort de twist final, je ne comprends pas. Et je trouve que les scènes du psy sont très mal jouées. Bref. Et le problème aussi, c'est que le film enchaîne les blagues transphobes, racistes, misogynes et tout ça. Ce qui n'est pas un problème. Tu peux faire... Ah non, je sors de son contexte. Je l'explique. Simon, t'en feras un clip de ça? Tu peux faire des blagues racistes et tout ça, mais
la blague ne vient pas de la blague raciste. Il vient du mec qui le dit. Le mec qui le dit doit être un connard ou un débile. Sauf surtout, il doit y avoir une réaction des personnages qui est en mode qu'est-ce que tu es en train de dire, mec ? Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a ça dans le film, dans le rôle du raciste. De Benjamin Trany. Et il fallait que le film fasse toutes ces blagues racistes à travers ce personnage. C'était très bien. Mais le problème, c'est que les autres acteurs principaux font aussi des blagues comme ça. Et tu peux pas faire parce que t'as pas le truc. Ce sont des débiles parce qu'ils sont pas caractérisés par ça. C'est ça le problème avec le film. Mais quand tu dis ça, je vois 2 scènes. Donc je pense que tu penses à la scène avec Laura Felpin en voiture. Oui. Et la scène au repas avec la sœur de Laura Felpin. Voilà. Et pour moi, c'est 2 problématiques très mal traitées. Voilà. Ouais, mais je sais pas parce que j'y vois aussi un personnage qui doit. Moi, j'ai plutôt apprécié le film. J'y vois en fait un personnage qui doit vraiment se faire, qui s'enferme dans un mensonge et qui du coup se cause des problèmes à cause de ce mensonge. Et du coup, toutes ces blagues que tu décris, elles découlent de ce mensonge qui est vraiment montré comme un problème par le film. C'est que il ment parce qu'il a du mal à s'accepter en tant que lui-même. Et du coup, il se met dans des situations qui sont embarrassantes, gênantes, ce qui amène à des blagues embarrassantes, gênantes. Moi, je suis embarrassé quand j'entends ça. Mais après, effectivement, je me pose la question, est-ce que je suis embarrassé parce que je suis embarrassé par ses propos ou parce que le film me met dans l'embarras ? Je pense que c'est quand même pas mal des deux. Mais au-delà de ça, quand même, j'ai trouvé que c'était un très bon film sur la santé mentale masculine, le fait que beaucoup d'hommes refusent de montrer leurs émotions alors que clairement ça ne va pas et qu'il faut se faire traiter. Moi, tu parles des scènes du psy, je les ai beaucoup appréciées. Effectivement, dans la narration, elle ne fonctionne pas complètement. C'est une bonne idée, mais ça marche pas. Moi, je retiens quand même que l'idée est bonne et pour un premier film, je trouve quand même que c'est très solide. On rit beaucoup, c'est même très touchant dans le développement des personnages. Je trouve que c'est très, 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 très positif. Après, c'est pas la première écriture de Miranda Winters, parce que c'est en fait son propre roman qu'il adapte. Mais je trouve que c'est très très solide. À voir que ce sujet de la santé mentale masculine, c'est un truc qui revient de plus en plus aussi au cinéma, qui est de plus en plus... Allez voir des psys, c'est parler, je pense, là, c'est parce que je l'ai vu ce matin, mais notamment au film Thunderbolt, dont vous parlerez la semaine prochaine, qui en parle, notamment. Donc c'est impressionnant à quel point ça revient sur la table. C'est intéressant. Mais pour moi, c'est un peu une inspiration de Fleabag, mais pour les hommes hétérosexuels. Je trouve. J'ai pas vu Fleabag. Fleabag, ça parle un peu de ça, c'est un peu pareil, et aussi une très belle inspiration, un peu de Bref aussi, je trouve. Voilà. Et il y a aussi un autre problème que j'ai pas mis, c'est justement le cassage du 4e mur, qui est aussi très maladroit, je trouve. Voilà. Mais justement, tu parles de Fleabag, c'est clairement, je pense, une référence. Oui, c'est tellement une référence, oui. Voilà. Oui, vas-y. Mais vas-y, continue. Non, je trouve que j'ai conscience en fait des maladresses, des défauts du film. Je trouve qu'il y a une espèce de faux rythme et les transitions des fois entre l'aspect très comique, très comédie et l'aspect un peu plus dramatique. Je trouve qu'il a du mal à transitionner et à ce que ce soit fluide. Mais je peux pas m'enlever l'idée quand même que j'ai passé un très joli moment devant le film. Parce que c'est quand même très drôle. Enfin, quand ça va dans le volet comique, je trouve le film vraiment très efficace. Benjamin Trany, du moment qu'il ouvre la bouche, je trouve que ça fait mouche quasiment à chaque fois. Mais il est très drôle, il a un tempo tout. Mais justement, je trouve qu'il y a pas de je trouve pas qu'il y a des problèmes justement sur la caractérisation de son personnage ou enfin du moins sur les blagues qui sont faites parce que il est tellement caractérisé comme ce mec-là qui va faire les blagues problématiques. Mais ça marche pour lui. Oui, mais du coup, je rejoins plus Hugo sur la manière dont je l'ai reçu. Même la séquence avec la sœur trans, il y a un truc où en fait c'est lui-même qui se met dans l'embarras en fait parce que tout le monde a accepté la sœur comme trans. Il y a absolument aucun acte transphobe dans la pièce et c'est lui qui va se mettre dans l'embarras à travers son mensonge et en fait on comprend vite que du coup ça devient lui le problème et je trouve que le film là-dessus il est assez clair, il est pas tendancieux donc je trouve ça plutôt pas mal et je trouve oui il y a un duo j'ai eu un attachement assez immédiat pour le duo Jamie Lee Felpin. J'étais assez surpris d'Hakim Jamie Lee, je l'ai trouvé avec une vraie sensibilité et je trouve qu'il utilise bien son corps quand même, cette espèce de grand dadé un peu costaud, un peu nonchalant. Je trouve qu'il arrive vraiment à donner aussi ça donne du corps à son personnage, ça donne aussi de l'épaisseur et aussi très surpris par Laura Felpin, je trouve qui développe une palette de jeux où je l'attendais pas forcément parce que je l'ai découverte avec Le Flambeau de Jonathan Cohen et je trouve que là petit à petit elle est en train d'affiner son jeu, elle apporte de nouvelles palettes et elle me surprend et je trouve qu'elle me touche beaucoup dans le film.
Vas-y Maxime. Moi je suis d'accord. Moi c'est simple, de toute façon j'ai vu le film, c'est parti en 5 étoiles direct sur Letterboxd parce que non mais voilà, parce que arrêtez. Je suis désolé mais le pauvre. Déjà pour plein de raisons, parce que c'est une excellente comédie. J'ai passé. Mais toi t'as ri au premier degré, non? Mais moi j'ai oh là là, mais c'est pas vrai, merde. Tu les passes vraiment à ces blagues, je pense. Mais moi je te défends aujourd'hui. Moi je suis habitué à ces blagues parce que c'est des blagues auxquelles je peux rigoler ultra facilement. Ça m'étonne pas, tu vois. Mais je peux rigoler ultra facilement à ça parce que j'étais habitué à ça, tu vois, pas dans le sens où je suis le personnage de Benjamin Tranier, mais parce que tu vois, c'est des vannes que j'ai entendues dans toutes les comédies que je regardais quand j'étais gamin. Ah mais c'était pas toi? Ah non, c'était pas lui. C'était un sosie. C'était un sosie. D'accord, c'était pas lui. Eh oui, non mais putain. Ça se voit quand même que. Mais alors, moi j'étais persuadé que c'était toi. Ah non. Ah putain. Non, moi je joue encore mieux que. Ah d'accord. L'ego du mec. Mais non, c'est une très très bonne comédie et pour moi vraiment c'est arrivé au même titre, c'est arrivé à peu près au même niveau que l'a été l'excellente comédie, je trouve, Un ours dans le Jura de Franck Dubos cette année pour moi. Vraiment, c'est deux comédies qui m'ont énormément fait rire. Puis j'étais dans une salle aussi où c'était très hilar et je trouve justement que ça mine de rien, ça joue pour beaucoup. Puis oui, l'histoire est vraiment bonne, l'histoire elle est touchante. Je trouve que pour le coup, contrairement à ce que disait Hugo, je trouve que le plot twist de fin, pour moi, il marche et je trouve qu'il était très bien amené. Peut-être un peu maladroitement, certes, mais je trouve qu'il était très bien amené quand même, et moi je m'attendais pas forcément, en tout cas. Il y a des plot twists, la plupart du temps j'ai tendance à les voir direct, là je l'ai pas trop vu, et j'étais plutôt content justement que je l'ai pas vu de loin. Et je tiens quand même à dire, Jonathan, t'as dit que t'étais surpris par Laura Felpin. Mais c'est parce que tu la connaissais peut-être pas forcément aussi, ou tu venais de la découvrir. Là, il va dire Bref 2. Non, si, je suis sa carrière avec intérêt, mais je trouve qu'à chaque fois que je la vois dans d'autres registres ou dans de nouveaux rôles, je trouve qu'elle affine sa palette et qu'elle me montre d'autres choses dont je ne la savais pas capable. C'est pas que je sous-estimais son talent, c'est juste qu'elle me prouve et elle me montre l'étendue de sa palette de jeu. Ouais, Maxime, il faudrait juste caser Bref 2 gratuitement. Lucas, il a call direct évidemment. Bref 2, de toute façon c'est simple. Que j'ai pas vu, mais je connais. Honnêtement, voilà, dans le flambeau, elle a vraiment commencé à se démarquer et on a vu le potentiel du personnage et de tout ce qu'elle pouvait interpréter. Dans Bref 2, on a vraiment eu une consécration et bah là c'est juste une autre preuve, une ultime preuve vraiment pour montrer que Laura Felpin c'est une putain d'actrice, bordel de merde. Et puis Hakim Gemili, je trouve qu'il se démerde très bien aussi. Je trouve que c'est le moins bon. Ah non, moi je trouve qu'il se démerde très bien quand même. Tu es quelqu'un de dur. Le seul truc éventuel où j'ai eu un tout petit peu de mal avec lui, c'est uniquement peut-être la scène de début où j'avais l'impression qu'il manquait peut-être un petit peu de réelle émotion pour un enterrement. Voilà. Mais j'ai tout de suite tourné la tête et j'ai vu Benjamin Tranier et je trouve que par contre il savait pas pleurer, Benjamin Tranier, pour la scène de l'enterrement. Il sait pas pleurer, par contre il sait faire des vannes extrêmement. Mais si tu sais pas pleurer aussi. Mais il sait faire des vannes extrêmement antisémites et putain ce que c'est drôle parce que surtout ce qui est drôle c'est pas tant. Non mais je précise, ce qui est drôle c'est pas tant que c'est antisémite, c'est que les personnages savent dès le début il est caractérisé comme tel, donc on attend à ce qu'il va être comme ça, mais surtout il continue vraiment, il pousse le bouchon jusqu'au bout de la bouteille. Comme toi. Mais c'est bien parce que Simon il va pouvoir faire des clips où Maxime dit alors c'est super les blagues antisémites. Hugo qui dit alors blague raciste ça va. Et maintenant on part sur Gaza. Non. Là, j'ai jamais entendu. Fin du clip. J'ai jamais entendu une salle aussi hilar sur la vanne mon père est un voleur. Mais oui, mais parce que c'est cliché. Mais au fait justement ça joue sur ces clichés et je trouve que le film aussi il est bon dans sa manière de jouer un peu avec les clichés de la comédie romantique. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Donc franchement pour un premier film c'est super bien. Tout à fait. Écoutez, c'est la fin de nos débats et on a quand même parlé de 3 films qu'on a plutôt appréciés. Ça fait plaisir. Oui. Donc on va maintenant passer au top de la semaine. Ah bah allez. Alors tout d'abord, on va écouter les tops de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Maxime, ton top 1? Vu que j'ai joué dedans, du coup, l'amour c'est surcoté. Tu vas jouer dedans. Jonathan? Alors moi c'est un film dont on n'a pas parlé ce soir, c'est Simone de la Montagna. J'en dis un petit mot. Vas-y. Ouais, c'est un film assez déroutant dans sa manière assez entière d'épouser le point de vue du personnage principal qui est c'est un peu l'opposé d'un petit truc en plus de Artus. C'est un peu étonnant de dire ça comme ça, mais c'est sur un personnage valide qui est en pleine recherche d'identité et de place dans le monde, qui va se faire passer pour un handicapé mental pour trouver ce moment de lâcher prise et un épanouissement personnel auprès d'un groupe
groupe qui sont dans une situation de handicap. Donc c'est un film qui questionne beaucoup la normalité, la marginalité, avec une liberté de ton assez réjouissante. C'est un film qui est casse-gueule, mais qui ose beaucoup et qui réussit beaucoup dans ce qu'il entreprend. Donc je vous le conseille, ça a été un peu une surprise, je l'attendais pas, et vraiment très très étonnant. Hugo ? Moi, c'est L'amour, c'est surcoté. Hugo ? Moi, c'est Ravage ou Ovok, le film Netflix. C'est la première fois que je mets un film Netflix. Dis-nous en quelques petits mots. Le scénario est débile, le film est débile, mais c'est le réal de Red. Ouais, et ça c'est génial. Et le film marche sur 2 scènes, la scène de la boîte de nuit et la scène de la cabane, qui sont 2 scènes incroyables. Et j'ai adoré ce film, même si c'est pas du grand cinéma. Ça parle de quoi, juste pour être rapide? C'est toi. Tom Hardy qui va casser des gueules pendant 1h30. Voilà, ok, d'accord. Oui, merci Jonathan. Et t'as pas besoin de plus, hein, vraiment. Non, mais par contre, ça montre que Gareth Evans, quand il s'agit de filmer l'action, ça montre vraiment que c'est quelqu'un de virtuose et qui sait manier la caméra. C'est assez impressionnant. Oui, et c'est le seul qui fait ça en fait. Du coup, c'est un Venom sans Venom? Quoi, ouais, allez, moi mon top 1 c'est La Légende d'Oshi. Mais j'ai vu pas mal de films cette semaine. J'ai notamment vu Neza 2, la sensation chinoise que j'ai trouvé vraiment vraiment superbe. Je ne m'y attendais pas parce que le premier m'avait fait un peu ni chaud ni froid, mais le deuxième est vraiment super. Je vous conseille d'aller le voir. J'ai également vu Until Dawn de David F. Sandberg qui m'a plutôt agréablement surpris dans le fait que y a des gens qui explosent. Moi j'aime bien voir des gens qui explosent. Voilà. J'ai vu Drop Game, le nouveau film de Christopher Landon, qui est plutôt rigolo au début, tendu sur le milieu, tu te dis et la fin est pas terrible. Et j'ai vu aussi Le Clan des Bêtes. Jonathan, je crois que tu l'as vu, je te laisse dire quelques mots avant moi. Oui, c'est un film qui souffre un petit peu, je trouve, de la comparaison avec le très bon Asbestas de Sorogoyen, mais qui est assez intéressant dans sa manière de mettre en scène la masculinité toxique avec un effet Rashomon où on épouse différents points de vue. Mais après, j'avais quand même une sensation de déjà-vu et vraiment énormément de mal à m'impliquer avec les personnages, donc j'ai été assez extérieur au film, même si je reconnais ses qualités narratives. Je suis assez d'accord avec toi dans le fait qu'il ressemble énormément à Asbestas. Cependant, moi, il m'a vraiment touché. Je me suis vraiment senti très très mal pendant la séance. Il a réussi à me mettre très très mal. Donc, je trouve que c'est assez réussi malgré la ressemblance claire à Asbestas. Je trouve que c'était pas mal. Du coup, allez voir Asbestas. Eh ben oui, allez voir Asbestas. Donc, écoutez les top 3 de la semaine de l'équipe. En 3, on retrouve Des jours meilleurs. En 2, on retrouve La Légende d'Oshi. En premier, on retrouve donc L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Merci les gars pour ces petits tops et on passe maintenant à la carte blanche. Encore une carte blanche? Non mais c'est bon, je ne vais finir par bosser que sur ça en fait. C'est bon, Simon, oui, t'as une carte blanche, waouh. C'est bon, la carte blanche. I'm gonna... I have insurance. I am insured. I have good... Do you know Matmut? Matmut? Do you know Chevalier Las Palais? Attendez, je meuble parce que j'ai perdu mes fiches. Pour le PDG de Netflix, Ted Sarandos, ils sont en train de sauver Hollywood. Une entreprise est très centrée sur le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur nous demande? De voir ses films comme à la maison. J'adore les salles, mais je pense que c'est une idée dépassée pour la plupart des gens. C'est donc ce qu'il a déclaré au Time 100 Summit, un événement célébrant les 100 personnes les plus influentes du monde. C'est déjà chiant. Donc, déjà, je pense qu'on est tous ravis ici de voir que définitivement les utilisateurs de Netflix ne sont pas des spectateurs mais bien des consommateurs. Hein. Ils ont une super image de leur public, ça fait plaisir. Et notre bon Ted a bien choisi sa semaine pour parler, alors que deux gros films hollywoodiens que sont Sinners et Minecraft cartonnent en salle et que The Electric State, dernière grosse production de chez Netflix au budget estimé à 320 millions de dollars, se ramasse un beau 15% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, il relance tout de même ce débat sur la mort du cinéma. Alors, refaisons un historique rapide, hein. Mais à chaque innovation dans le milieu, on a prophétisé la mort du cinéma. L'arrivée du parlant, l'arrivée de la télévision, le piratage et donc le boom des plateformes de streaming. Wim Wenders a même fait 2 très bons documentaires à ce sujet. Et en 2021, le grand intellectuel Mathieu Kassovitz a pu dire « Je pense que le futur du cinéma n'est plus là. C'est comme se battre pour qu'un espèce d'animal ne disparaisse pas. » Depuis, la salle de cinéma est bien morte, hein. 4 des films ayant le plus rapporté de tous les temps sont sortis après 2021. Il y a 10 films qui ont dépassé le $1 milliard depuis 2021 d'ailleurs. Avatar 2, Neza 2, Spider-Man No Way Home, Vice Versa 2, Top Gun Maverick, Barbie,
Super Mario Bros, Deadpool et Wolverine, Valiant 2 et Jurassic World le monde d'après. J'en profite pour dire que Valiant 2 a rapporté plus que le 1, j'avais raison. Alors oui, ce ne sont que des suites et Hollywood galère un peu, hein, faut pas se mentir, beaucoup de films contre-performent et on a eu des énormes plantages dont on a beaucoup parlé, The Flash, The Marvels ou encore le chef-d'œuvre Madame Web ou dernièrement Blanche-Neige. Entre ces gros échecs et ces gros succès, est-ce que Hollywood a vraiment besoin d'un sauveur ? Et d'ailleurs, est-ce que Netflix et ses Electric State et autres Red Notice sont la solution, selon vous ? Hugo, je te pose la question. Bon alors, déjà, c'est vraiment des propos de Covid. Enfin, c'est vraiment des propos qu'on entrait en Covid. Oui, c'est bon, le cinéma est mort, arrêtez d'y aller. Et c'est vraiment des propos... j'ai l'impression d'entendre le capitaine du Titanic qui me dit non mais il est insubmersible parce que tu as dit il y a énormément de films qui sont en train de cartonner au cinéma et de l'autre les films Netflix sont en train de se planter, qui se mangent, alors on ne connaît pas leurs stats mais ils se mangent des critiques extrêmement mauvaises, d'après les sources ils seraient pas très visionnés non plus, donc comment tu peux dire on est en train de sauver le cinéma ? Je ne comprends pas. Alors bon, ils financent des petits projets, ils rachètent des droits des films pour les diffuser, je ne comprends pas en fait comment il peut voir ça. Alors évidemment c'est un PDG donc il peut pas dire mon entreprise va mal, mais il s'agirait quand même d'avoir un petit peu d'humilité. Après, est-ce qu'Hollywood a besoin d'un sauveur ? Économiquement, non. Économiquement, Hollywood arrivera toujours à se refaire. Si les cinémas marchent, si les salles marcheront plus, ils iront voir ailleurs. Si le streaming marche plus, ils iront voir ailleurs. Et si le cinéma en tant que tel ne marche plus, ils iront vendre des pizzas sur Hollywood Boulevard. C'est pas très très grave. Je pense que effectivement, Hollywood a besoin d'un sauveur entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, ça fait très très américain comme manière de voir les choses. Est-ce que ce serait Tom Cruise finalement ? Non, parce que Tom Cruise est ou Christopher Nolan, vu que c'est les gens que les gens aiment bien citer. Alors oui, c'est les sauveurs de Hollywood. Oui, mais c'est juste des auteurs. Mais c'est une réflexion intéressante parce qu'il n'y a plus trop d'auteurs comme Nolan qui font des entrées en fait. Il n'y a plus trop non plus de grosses méga stars comme Tom Cruise. Voilà, exactement. C'est un peu les derniers en fait, parce que tu regardes par exemple des Spielberg, des Scorsese, ça attire plus les gens en salle. Un nom de réalisateur n'attire plus les gens en salle. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est les franchises, ce qui est très très dommage parce que quand on voit des films originaux qui sortent, bon là il y a Sinners qui est sorti, il a fait un carton et je m'en réjouis, mais c'est plus trop le cas. Donc Mickey 17 s'est planté, c'est une adaptation mais il s'est planté. Hollywood a besoin d'un sauveur, mais comme il y a eu le nouvel Hollywood il y a des dizaines d'années, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de renouveler un peu la sauce, des gens qui vont essayer de remettre des épices dans le mélange pour essayer de redonner de l'intérêt, parce que là effectivement je sais pas trop où on va, mais on l'a vu dans les news, ce qui est annoncé comme gros projet hollywoodien, c'est des adaptations de jeux vidéo, c'est des suites, c'est des remakes, c'est des legacy sequels, c'est des spin-offs. C'est un peu la même soupe qu'on nous resserre toutes les semaines, sauf que cette fois, je sais pas, on a mis de la coriandre et on espère que ça va passer quoi. J'attends, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un vaste sujet. Je trouve que est-ce qu'il a besoin d'un sauveur ? Après, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une période de transformation, de mutation dont on ne mesure pas encore peut-être totalement tous les bouleversements. Après, comme tu l'as très justement dit en introduction, on a enterré le cinéma 40 000 fois et le cinéma s'est toujours relevé. Donc je pense qu'il survivra très très bien à la vague des plateformes. D'autant plus que... comme tu disais, Electric State n'a pas du tout marché, ils ont mis quand même énormément d'argent dessus. Après, voilà, le problème d'Hollywood aussi, c'est qu'on est sur... Enfin, des États-Unis aussi, hein, c'est qu'on est sur une économie de marché qui est basée sur l'offre et la demande de manière très radicale. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même un système qui protège les différents acteurs du système, que ce soit les distributeurs, les producteurs, les salles, etc. Donc la chronologie des médias permet à tout le monde d'y trouver son compte, petit comme grand. Aux États-Unis, voilà, on parlait des derniers, c'était Spielberg, Chazelle ou Guillermo del Toro qui s'étaient fait complètement vampiriser par Spider-Man, Avatar, etc. Et je sais plus où je voulais en venir après avec cette rhétorique, mais oui, je pense que ça viendra quand même par des nouvelles prises de risques, parce que on voit très bien que le dernier Blanche-Neige s'est planté, ils ont perdu énormément d'argent là-dessus, et ils ont dit ensuite on arrête les remakes live. Oui, donc mais ça c'est jusqu'au succès de Lilo et Stitch. Oui, pour moi c'est pas vrai. Mais qu'ils arrêtent, le problème c'est que là je sens qu'on a quand même des phénomènes, je sais pas si des épiphénomènes, mais les Star Wars, le 7 quand il est sorti ça a cartonné, et puis après ça a baissé. Ça a baissé, mais ils sont restés au-dessus du milliard. À l'exception de Deadpool et Wolverine, parce tu mets deux gros personnages ultra iconiques ensemble. Tous les autres Marvel se sont plantés. Là, cette année, ça va être une année charnière parce que les 4 Fantastiques, si les 4 Fantastiques, Thunderbolt ne marchent pas,
Je suis Captain pas America sûr. galère déjà un petit peu. Voilà, Captain America a galéré. Doctor Strange 2 a quasi fait le milliard, il a fait à peu près Oui, mais Doctor 950 Strange 2, millions. il y avait l'optique fanservice aussi. Oui, bien Les sûr. Gardiens de la Galaxie 3, Les Gardiens de la par Galaxie 3 a contre, fonctionné. Voilà. Non, bien sûr, il y en a toujours qui vont fonctionner parce qu'aussi ils sont Et basés Black sur Panther 2 a fait quasi le milliard aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais ça c'était mauvais. Mais là, mais c'est pas le sujet. C'est qu'après, là, on parle de films qui sont sortis il y a 3 ans, peut-être 2 ans, mais déjà l'année dernière, ça a commencé à chuter. Après, l'année dernière, il y a eu que Deadpool et Wolverine chez Marvel. Non, il y en a eu d'autres. Non, que Deadpool et Wolverine. Après, c'est des films qui ne sont pas du MCU. Ah oui, c'est donc vrai il y a eu Venom qui a marché, et après il y a eu Madame Web et Kraven qui étaient de toute façon des crashs annoncés. Oui, mais voilà, du coup, le fait est que, en fait, on montre qu'à force de tirer sur des licences, ça va pas forcément être une garantie de ramener les spectateurs en salle. Donc, je pense que on est quand même dans un tournant et que c'est en prenant peut-être des risques à travers des auteurs, même si effectivement, il y a les dernières prises de risques n'ont pas forcément marché, mais je pense que le salut sortira de là. Et peut-être aussi d'une régulation du marché, peut-être américain, parce que là, on parle aussi du cinéma aux États-Unis avec le PDG de Netflix. Peut-être une régulation qui va permettre de protéger les différents acteurs, parce que c'est vrai que les salles de cinéma ferment de plus en plus aux États-Unis. Depuis le Covid, c'est un peu une catastrophe, et nous on échappe. Oui, mais on échappe un petit peu quand même à ça en France, même si c'est vrai que la tendance globale est pas bonne, mais je pense que le cinéma ne mourra pas pour autant. Max, tu as des choses à nous dire? Bon, pas spécialement, non, il s'en mais fout, bon, en fait, c'est juste que il prend la grosse tête, donc j'ai juste envie de dire très très succinctement et très rapidement à ce monsieur de bien fermer sa grande gueule. Wow. Mais il travaillera pas avec lui. Ouais. Voilà. Mais non, enfin, ça c'est Astérix. Sauf pour Astérix, voilà. Mais pour dire, voilà, quand on voit qu'il y a des films Netflix qui essayent de sortir d'abord au cinéma, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Rapide. Et Rapide, est-ce que ça a marché? Non. Rapide, ouais. Avec un bandeau noir. Mais c'est pas, parce qu'ils sont en France, ils sont obligés de mettre de l'argent. Ils l'ont mis sur la plateforme. Des productions. C'est-à-dire que c'est un film qui sort sur Netflix aux États-Unis. Et t'as le logo Netflix au début, mais et c'était pas Disney Plus Rapide. Non, Rapide c'est Netflix. Mais en fait, pareil, ils ont financé l'Empire du Milieu de Canet parce qu'ils avaient pas le choix, ils étaient obligés de mettre du pognon dedans. Oui, bien sûr. Mais je trouve que non, Netflix n'a pas donné de leçon de morale à Hollywood et de manière générale n'a pas donné de leçon de morale au cinéma. Comme j'ai envie de dire, le cinéma n'a pas nécessairement besoin non plus de donner de leçons de morale parce que maintenant on est rentré dans une période où oui, Netflix a besoin de Hollywood et Hollywood a besoin de Netflix un petit peu. C'est pour ça que arrêtez la guerre et faites la paix. Wow, tout ça pour ça. C'est bien dit, c'est bien Alors dit. que j'ai dit ferme ta grande gueule, mais. Allez, Hugo. Je vais citer un podcast qui s'appelle Réaliser sa trucage. Il faut pas que tu fasses trop. Oui, je vais aller vite. Donc le podcast Réaliser sa trucage. Rapide, c'est Universal, c'est pas Netflix. Du coup, il est en train de me dire, c'est pas chez Netflix. Ah bon? Tu es juste mal renseigné, Maxime. D'accord. C'est pas grave, ça arrive. Donc, ça paraît un film Netflix, mais. Tu confonds avec Balle perdue. Qui est très bien d'ailleurs, Balle perdue. Du coup, je vais citer un podcast qui s'appelle Réaliser sa trucage, qui cite dans un de ces épisodes un article du Hollywood Reporter en fait, on craint maintenant que Hollywood, donc tout ce qui est le responsable d'Hollywood, je sais pas comment il s'appelle, Hollywood devient comme Détroit. Détroit est une. Pardon, j'ai vu un truc sur mon téléphone. était un gros marché d'automobiles qui s'est effondré. Du coup, Détroit est devenu une ville horrible à vivre. Et donc, on craint ça à Hollywood actuellement, parce que actuellement, à Hollywood, ça va pas bien. Et en fait, Netflix n'est pas Hollywood, en fait, ne travaille pas à Hollywood. Et actuellement, Hollywood, les chiffres concrets, c'est que maintenant, c'est moins 22% des films programmés. Donc, c'est énorme. Donc, qu'on a commencé à faire, donc c'est énorme, c'est presque le quart en fait. Et du coup, le problème c'est qu'on n'arrive plus à fidéliser les productions à Hollywood et qu'on perd tous les personnes qui travaillent par exemple au mixage, à la post-production. On perd ces gens-là à Hollywood. C'est ça dont on a peur en fait. Donc c'est quoi les solutions? Il faut... c'est ce qu'a dit Jonathan. Hein, oui. Et il y a aussi un truc, actuellement à Hollywood, c'est un démocrate qui est responsable de la zone. Et actuellement, comme vous le savez, c'est Trump au pouvoir. Donc, vu qu'ils ne s'aiment pas,
vu qu'il s'aime pas, c'est très compliqué pour Hollywood. Donc, oui, Trump a envoyé il y a quelques mois des émissaires à Hollywood que sont John Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson, donc vraiment des gens très progressistes. Et Gibson qui n'était pas au courant d'ailleurs. Et qui n'est pas américain d'ailleurs. Et donc, il a dit, genre, il avait donné un interview en mode. Ah bon Non, mais ils sont envoyés pour éliminer la tendance woke, mais c'est n'importe quoi. On est tous d'accord sur ça. Et en fait, soit les Hollywood fait moins de films sur les représentations LGBT, et donc se conforment à Trump, soit ils n'ont plus de subventions de l'État, le gouvernement américain, ce qui est problématique pour eux. Donc, ce que je veux dire, il faut trouver des solutions. Et ça va être compliqué pour Hollywood dans les prochaines années. Bah déjà, Hollywood a déjà commencé à céder un peu à la pression de Trump. Je pense à la série Pixar gagnée au Père du Pixar. Ils ont éliminé des personnages trans, donc c'est déjà une pression qui existe. Est-ce que tu l'as vu ? Oui. Ouais, je trouve que l'arc est quand même un peu présent. Alors, il est pas dit, mais tu comprends quoi. C'est ça, on comprend, mais bon, du coup, le fait est qu'il y a c'est pas une censure. Clair, en fait, voilà, on enlève de la clarté pour mettre un petit peu de l'ambiguïté, et donc ça reste quand même une forme de censure. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on pourra suivre le sort d'Hollywood tous les mercredis sur TCS. J'espère que vous serez avec nous. Bah non, il y a la fin du monde. Ah putain. J'avais oublié cette histoire de fin du monde. monde. Sauf si on s'arrête comme le podcast, ça serait. Mais non, c'est la fin du monde. Je pense qu'on va mourir. Bah attendez, maintenant c'est l'heure de l'amusement avant la mort, du coup. Hein. Bah le quiz d'Hugo. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonjour, ça fait bizarre d'être à sa place, à la place du patron, c'est incroyable. T'habitues pas trop. Hein. Oui. Donc on va commencer dans le titre, devinez le titre de ce quiz. Du coup, nous on a le quiz, c'est surcoté. Mais j'espère que c'est pas ça parce que sinon. Je te fais confiance, Jonathan, vas-y. Ouais, non, mais du coup. Vas-y. J'ai envie de dire l'amour, c'est le quiz. Eh bien, c'est bien, le quiz, c'est surcoté. Bam, je les call avant l'émission. Ouais. On a un titre à défendre, on n'a jamais perdu en équipe tous les deux. Passionnant. Ce jour est arrivé. Du coup, t'as Maxime avec toi. On continue avec la musique de film, s'il vous plaît. Putain, Jumanji 2. Non. Lost Away. Twin Peaks. Non. Blue Velvet. Non plus. Mulholland Drive. Non plus. On est en train de faire tous les Davinich. C'est Laure et Lula. Ah purée, c'est pas aussi magique. C'était bien, c'est Laure et Luna où on retrouve Willem Dafoe dans le film. William Dafoe, ouais, pardon. Si t'avais pas dit du Lynch, je l'aurais. Bah oui, mais du coup, je les ai tous faits. Un homme en bois. Retrouver les vraies infos parmi ses propositions. C'est The Rock, aka Dwayne Johnson, qui a pitché et a donné l'idée du nouveau film de Martin Scorsese. Ah, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas du tout. Le film dans lequel il va jouer ? Oui. Ah. Ça lui ressemble un petit peu. J'écoute Hugo. Hugo va dire la réponse. Oh, il se dédouane tellement. moi, je connais la réponse, mais je vais pas leur donner. Mais dites-les ensemble alors. Hugo va dire la réponse. En or. Oui, en or. Et oui, c'est bien en or. Donc je le cite, on a monté le projet, on a appelé Scorsese, on l'a rencontré, on l'a pitché, il a adoré. C'est donc ça qu'on appelle le multiverse. Oui. Le visionnage des films de Conclave et les deux papes a fortement augmenté à la suite du décès du pape. Bah en or. En or, elle était facile celle-là. Le pape est mort. Mais je crois qu'il est même ressorti. Oui, il est même ressorti au cinéma. Le pape est ressorti. Oui. Par contre, il était dans sa papa mobile. Par contre, la vente des clubs de golf a aussi beaucoup augmenté suite à la diffusion de l'épisode 2 de The Last of Us. Non, c'est une connerie ça. Non, c'est une connerie, c'est en bois. C'est une connerie, ça en bois, je pense. Bien, c'est bien un bois. Bah oui, j'aurais eu envie de dire oui, juste parce qu'il y aurait potentiellement des gens qui auraient envie de reproduire la scène sur internet, tu vois. C'est hyper dangereux, Maxime. Il est fou, cet homme, tu es fou ? Donc, non, je suis la fin du monde. Je suis la fin du monde. C'est bon, vous allez arrêter de parler là. Oh, fais-toi respecter. Donc, 3-4 pour Hugo et Lucas. Donc, rappelle, qui a dit cette citation ? Elle était ravie de confier l'idée du roman graphique aux mains expertes de Chris Ryan, convaincu que même inspiré par mon film, non, il ne devait pas nécessairement s'y limiter. J'espère que le roman graphique prendrait son envol. Francis Ford Coppola. Oui.
Parce qu'il va faire un roman graphique de Mégalopolis. C'est ça. Oh là là. Donc, prochaine question. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Donc, comme son nom l'indique, c'est pas une question sur le cinéma. Donc aujourd'hui, C'est sur Maxime. c'est les bébés des animaux. Comment on appelle-t-on le petit du hérisson? Est-ce que c'est le hérissou, le douissou, je sais ça. le soupisseau ou le hérissandre? C'est pas le dernier. Moi je le sais. Donc, Je crois que je moi le j'ai sais 5-3, donc 6-3 si vous voulez. Eh ben, je te fais confiance encore une nouvelle fois, Jonathan. Je dirais le troisième. Ouais, Le moi troisième, aussi, c'est j'ai le un troisième, choupisson. Le choupisson. Et c'est bien le soupisson. Fascinante nature, hein, dis donc. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est fun. Bon, Parce que Hugo, il est différent. voilà. Il est différent de nous tous. C'est les deux. Il a un petit truc. Non, c'est méchant. Donc, quiz spécial, je rappelle donc que l'alcool est dangereux pour la santé. Donc, on va faire un thème sur les alcooliques au cinéma. Oh Ok. là là. Alors, les alcooliques, les rôles d'alcooliques ou les acteurs alcooliques? Un peu des deux. Oh. Mel Gibson. Depardieu. Donc, Depardieu, oui. on commence avec Merci de Québec. Erreur sur la personne. Oh putain. Vous pouvez demander des indices parce que là, elle est compliquée. Ouais, bah, je veux bien. Un indice perforace. C'est un film des frères Cohen. Barton Fink? Non. Ah, The Big Lebowski. Oui. Ah oui. Il a mis du temps à venir. Bien joué, Jonathan et Maxime. Ah, moi, il est pas la venu. personne pour The Big Lebowski. Oui, Bah, c'est un peu petit. C'est parce c'est un peu que- pitch. Hein. Ouais. Une réplique, un film. Donc, dans quel film est tirée cette réplique? Elle a le vent en poupe. Regardez à quelle vitesse elle Ted. file. Hook. C'est pas À Ted? peine Non. un jour au large de Saint-Domingue. C'est en VF? Pirates des Caraïbes? Oui, c'est un VF. était meilleur Non. là-bas et les cœurs Putain, de je marins connais cette- heureux. C'est pas un film français. Seul au monde. Non. L'Odyssée. Putain, je connais Tintin, cette- le secret de la licorne. Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien joué, Hugo. Mais J'ai c'est pensé son film pirate, j'ai pensé préféré en Tintin. plus. J'ai pensé pirate, j'ai pensé Tintin en direct. Mais c'est son film préféré. J'aurais dû pré-shot le truc. Je vais pré-shot les questions. Il y a des alcooliques dans Wicked ou pas? Le réalisateur. Alors, merci l'Allociné. Donc, je vais lire une critique de Allociné. On a tous volé tes concepts, Hugo. Ouais. Un film décevant qui a teinté et vanté. Je ne trouve pour rien. J'ai longtemps entendu parler Pirates de des ce Caraïbes. trailer comme étant le plus terrifiant. Et je ne comprends pas tout ce dévouement. Car au final, il est trop long, mal expliqué. Seven. Par rapport au livre qui nous explique très bien la solitude Shutter Island. face à ce grand hôtel. Vraiment Shining. Oui. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Moi, Ok, je serais- j'accorde les 2 points pour les 2 équipes. L'important, c'est les 3 Points. Oui, 3 points. Donc, la recette de cuisine. Je vais vous donner une recette de cuisine. Il est insupportable. À vous de compléter la recette. Il est Il y insupportable. a 5 ingrédients. Donc, c'est le cocktail préféré de James Bond. Vodka martini. Le Whisper. Avec des Vodka glaçons. martini avec des glaçons. Vodka martini, je l'accorde à vous. Je sais pas si tu prenais celui de Casino Royale ou celui de. Bah, c'est le classique, en Ouais, fait, le c'est toujours le même. J'ai dit les glaçons. Casting de film. La cuillère, pas la cuillère. Casting de film. Donc, je veux dire le casting, à vous de le retrouver. Pierrick Mascam, Pirates des Caraïbes. Annie Kerani, Albert Drey, Amen Ben Smey, Mahmoud Gemouri, Philippe Léotard, Agnès Soral, Richard Akonina et Coluche. Camping? Non. Coluche. La vérité si je mens. Non, Coluche. 2 Ah heures pardon, moins quart oui. avant Jésus-Christ. Ciao Non. Pantin. Chapoté. Ça parle d'alcool, Chopin? Oui. Bah, c'est littéralement un alcoolique. Je n'ai pas vu le film. Merde. Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai beaucoup vu. Il y a beaucoup de trucs dans cette Pourquoi émission. je dis la j'ai pas vérité si je mens? C'est Richard Anconina, ça. vu. Oui, moi aussi, ça l'a débloqué. J'avoue que le Parce qu'il a duo pas fait Richard beaucoup de Anconina choses, Coluche. Le jeu des contraires, question de rapidité. À vous de trouver le contraire du film. Donc, Sao Paulo, félicitations. De quoi? Sao Paulo, félicitations. Bah, putain. Rio Bravo? Rio Bravo. Oh waouh. Waouh, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Rio Bravo, putain. bon La film de Sherlock Howard Holmes. Hawks. Car il faut être un peu bourré pour mettre ces 4 vêtements suivants. Voici les 4 vêtements suivants. Un t-shirt, ta gueule, parodiant la marque Google. Un t-shirt avec Maxime. un chat qui piou piou. Non, attends, je vais pas vous poser la question encore. Qui fait piou piou. Un polo de l'entreprise des laboratoires Les Trois Chaînes. Un t-shirt écrit. Lequel, Maxime? Je n'ai pas, j'ai cinéma. La question est la suivante. Quel vêtement de Maxime n'a jamais porté dans l'émission? Alors, le premier et le dernier, il les a. C'est quoi Maxime, le t'as pas le droit de troisième? répondre. C'est quoi le troisième? C'est un polo de l'entreprise des laboratoires Les Trois Chaînes. La troisième. Alors, je crois que. Ouais, il a le premier. Je te félicite pour cette question, je l'adore. C'est la troisième ou la C'est la impossible, quatrième? frère. Et je peux Non, pas parce que savoir. je l'ai vu avec le chat. Je l'ai vu avec le ta gueule. C'est la troisième ou la quatrième? Non, la quatrième, ça me dit un truc. Donc La je dirais quatrième, ça dit un troisième. truc? Ouais, Ouais, je dirais la troisième. troisième alors. Troisième pour vous? Ouais, allez, pareil. Eh ben non, C'est la dernière. c'est la dernière, je ne peux Ouais. pas, j'ai Putain, cinéma. Maxime, je te connais un peu finalement. Donc personne n'a eu la réponse. Je n'ai pas ce t-shirt, mais je compte l'acheter, voilà. Ah Ok. bah super. Musique de C'est film. notre... Dans quel film on peut attendre cette musique? Drunk. Oui.
Qui l'a mis en c'est dans premier mon équipe. C'est vous. C'est nous dans Donc tous on les cas. rappelle les scores, on a 8-11. What a life. Donc enfin le duel TAM, un duel au sommet entre les deux chefs d'équipe. Donc je rappelle, donc c'est Lucas et Jonathan, les chefs d'équipe. Donc nous avons pour l'équipe de Lucas et Hugo le choix, le thème, un état d'ivresse ou jeu à boire. Putain. C'est quoi ton préféré? Jeu à boire. Jeu à boire, ok. Toujours. Donc tu connais le jeu tu bois, tu vois. Par exemple, je prends un exemple. Quand tu bois, quand dans la toilette tu vois un moment gênant, tu bois. Oui. Ok. Oh non. Dans quelle situation tu boirais le plus parmi ces 4 propositions? À chaque fois que tu vois une explosion dans les 2 premiers films de Transformers. À chaque fois que Sam appelle Monsieur Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Monsieur Frodon. À chaque fois qu'un sabre laser est éteint et allumé dans Star Wars. À chaque fois qu'une cigarette est allumée dans Les Affranchis. Je te déteste. Oh là là, c'est bien comme question. Ah là là. Putain, ouais, de fou. Attends, c'est pas la 3. Je pense pas. Pas la 3. Attends, C'est dans quelle Pour les situation dés. tu bois le plus? pour les tu bois le c'est les plus. 9 Star Wars, les 6 Star Wars ou seulement 3 Star Wars? Toute la saga. Ok. Par contre, pour c'est Transformers, peut-être Star Wars alors. pour Transformers, c'est que les 2 premiers films. Star Wars, je suis pas sûr. Parce que ça augmente vraiment Star Wars, beaucoup tu après. penses pas Je pense pas. Je suis pas censé C'est tu t'aider, vois mais- les sabres laser allumés. Éteint et allumé à chaque fois. Putain, il est chiant lui. Le Zoup. Tous les Star Wars. Tous les Star Wars. Ah bah, Jonathan, tu réponds pas, mais bon. Et le Seigneur des Anneaux, c'est tous les Seigneurs des Anneaux. Oui, c'est tous les 3 Seigneurs des Anneaux. Bon, par contre, mais Moi pas je non plus vais, Milan. je vais partir du principe que celle sur les affranchis tu l'aurais pas inventée. Ok. Donc je vais dire celle-là. À vous maintenant, un état d'ivresse. Quel acteur n'a jamais été arrêté pour conduite en état d'ivresse? Ah putain, je l'aurais peut-être plus eu. Benoît Poulvorde, François Cluzet, Sami Nasri, Bon, allez, c'est facile. Benoît Magimel. C'est facile, c'est J'aurais une anecdote. Non, je te on jure que n'aura j'aurai pas une le temps, anecdote. on n'aura Je pas te le temps. jure, elle va être très rapide. Je pense que c'est François Cluzet. C'est François Cluzet selon toi? Ok. Donc on commence avec toi. Tu as dit donc Les Affranchis. Ouais. Et non, c'était bien Star Wars. Putain. Star Wars J'étais un peu en erreur. Ok. à 270 sabre laser allumés et éteints dans la saga. Ah, j'ai Jonathan va oublié la gagner, fin du 2. et on sera niqué. Et maintenant, à vous. Et c'est bien François Cluzet qui n'a jamais été arrêté. Mais enfin, C'est mon c'est père juste qui a le arrêté- problème c'est de mon fils. père qui a arrêté Samina Seri. Voilà, c'est ça Je l'anecdote. crois qu'on est. Elle est incroyable ton anecdote. Je veux rencontrer ton père du coup. Du coup, c'est bien Jonathan et Maxime qui gagnent ce quiz. Bravo à vous. Il l'a gardé à l'hôpital. Alors, je tiens à dire, c'est Jonathan qui a gagné le quiz, Oui, hein, oui. pas nous deux. hein. Bon bah on a première défaite pour nous. Ouais, Je l'avais dit, Désolé pour vous. Hein. Juste avant de partir à Cannes, c'est pour moi Ouais, mauvais c'est présage. Jonathan la Merci. colle. Bon bah merci Hugo pour ce quiz exceptionnel. Avant qu'on soit tous condamnés aux ténèbres et au chaos, enchaînons tout de suite et très rapidement avec nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Hugo Paccard. Moi, je vais vous parler de la dernière création d'un artiste français que j'admire énormément. Et qui est très beau. Qui est très beau. J'avoue que c'est Gérard Depardieu. Excitant Mortis, le nouveau film de Nino Piochon et Théo Jamin, qui sont du coup 2 anciens chroniqueurs de l'émission. C'est une projection test qu'ils organisent lundi 5 mai à l'université Paul Valéry de ce nouveau film d'horreur qui traite de scientifiques qui tentent de réveiller un mort pour mener des expériences sur la vie après la mort. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai suivi ce projet depuis qu'il existe depuis au moins 1 an. J'ai lu des scénarios, c'est vraiment très bien. Donc j'ai vraiment très hâte de voir les images, d'autant plus que je vais intervenir plus tard sur le projet. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Venez, ils ont besoin de vos retours parce que forcément ils sont en train de post-produire le film et ils ont toujours besoin de votre pognon aussi. Donc n'hésitez pas à donner sur leur cagnotte, ça peut servir pour la post-prod. Et ça a l'air banger. Théo, il était chroniqueur? Oui. Ça a l'air banger. Hugo. Alors, pas du tout pareil, mais je vais vous recommander la série Je Pite qui est sur HBO Max. Donc, on suit, j'adore les séries médicales. Donc là, on suit pendant 24 heures une équipe de traumatologie. C'est passionnant, c'est super bien écrit. Et les épisodes finaux sont incroyables. Jonathan. Alors moi on va sortir un petit peu du cinéma, mais pas que, avec l'adaptation graphique du roman culte de Cormac McCarthy par Manu Larsenet de son bouquin La Route, qui avait aussi adapté John Hillcoat au cinéma avec Viggo Mortensen en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un mariage fantastique entre l'univers de Larsenet, l'univers graphique et l'univers mental de Cormac McCarthy, et rien d'étonnant quand on connaît le talent de Manu Larsenet pour dépeindre ces univers sombres, pleins de contrastes, et retranscrire à la perfection cet univers désespéré à l'agonie. C'est vertigineux de détails et le travail d'atmosphère est juste incroyable. Et j'en profite aussi pour vous conseiller toute l'œuvre de Manu Larsenet au passage pour les amateurs de BD. Je pense à Blast, je pense au Rapport Brodeck. Vous allez vous régaler.
Maxime. Moi, je parlais dans mes recos d'un truc. J'ai pas l'habitude. Moi, je pensais pas que ça te plairait. Mais j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de truc à la radio, donc j'en parle. Je vais parler de voiture. Je parlais du jeu vidéo Asphalt, voilà. Parce que j'adore ce jeu vidéo et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment ça se fait que je n'ai pas recommandé ce jeu alors que j'y joue régulièrement. C'est trop bien, les voitures sont bien modélisées, c'est cartoon, mais ça passe très très bien. Mais tu veux pas jouer à des vrais jeux de bagnole, genre Gran Turismo ou des vrais trucs? Mais moi, je préfère... le temps pour ça, mais moi je préfère Asphalt et je suis trop bien placé actuellement dans le classement mondial sur Asphalt pour pouvoir jouer à d'autres jeux de voiture au fait, voilà. Et moi je vais vous recommander la vidéo Rhea Ripley, l'histoire de la catcheuse qui a choqué la WWE, très étonnant de ma part, et je vais vous recommander aussi de manière plus précise la chaîne de Monsieur Hawking qui a donc fait cette vidéo sur ma catcheuse préférée du roster WWE, je l'aime d'amour, elle est trop forte, et elle a un parcours absolument fabuleux et il le raconte très très bien. Merci du conseil. Donc concluons cette émission et concluons notre vie avec ce qu'on attend depuis le début de cette émission. Maxime, vas-y, fais ta blague. Faut que je fasse une vanne du coup là. Ouais, vas-y. Tire mon doigt. Voilà. Allez. Je m'excuse à tous les auditeurs qui nous écoutent. Monsieur Stark, je me sens pas bien. On comprend pourquoi le monde va mourir. Bon, un dernier merci à vous, Jonathan, Hugo et Maxime, parce que je t'aime quand même. C'est pas ta faute, Maxime. C'est pas ta faute. Maxime, c'est pas ta faute. Ma maman, elle m'a dit je suis différent. C'est pas ta faute. Je suis spécial. Merci Yanis et Simon. Merci Optimus Prime, Batman, Franklin la Tortue et Hello Kitty d'avoir fait de moi un homme meilleur en ce monde en perdition. Vous pouviez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. Mais voilà, c'est la fin. La semaine prochaine, ça devait être Hugo Manette, mais il va mourir pour la deuxième fois dans cette émission. C'est très fort ça, Hugo. Ils parleront hypothétiquement de Thunderbolt de Jack Schreier, Ghostlight de Kelly O'Sullivan et Alex Thompson et Little Jaffna de Laurence Valin. Et puis une semaine après, on sera à Cannes avec Hugo, voir Tom Cruise, Alain Chabat. Non, je peux pas laisser faire tout ça. On va sauver le monde en une musique. Donc abonnez-vous à The Ciné Minecraft Show parce que vous pourrez suivre moi et Hugo à Cannes en temps réel sur cette chaîne. C'est vrai qu'on va faire ça. On va se défaire de la malédiction parce que les moines savaient pas en 2002, c'est que cette malédiction 2012, on peut la casser. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur, winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la guise, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Du cash. Be nice with Bryce. Give me the money, hey, c'est par ici, Dieu vous l'endra, c'est un ami. T'as de la chance, mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Bryce on dit, c'est le cash de Nice. C'est quoi? C'est le cash funky, c'est le cash de Bryce. C'est le cash de Bryce, c'est le cash de Bryce. Le soir d'un pays long, ta vie doit surfer sur des mots. Donne-moi du cash. Money. Be nice with Bryce. Donne-moi du cash. T'aimes bien, ouais. Je crois qu'on s'est pas très bien compris. Il y a juste assez pour un frisbee. J'ai besoin de bracer de gros euros. Faites un effort, c'est pour le show. C'est le casse. Donne-moi du cash. Body nam nam. Be nice with Bryce. Ton cash me plaît, allez casse comme moi. Donne tout ce que t'as pas. Ça c'est fait. C'est Bryce on dit, c'est le cash de Nice. C'est le cash funky, c'est le cash de Bryce. C'est le cash de Bryce. C'est le cash de Bryce. Le soir d'un pays long, ta vie doit danse. Donne-moi du cash. Bah danse. Ah tu danses. Donne-moi du cash. Check this out. C'est bon ça, ouais. T'es là alors? Vous êtes tous là? Ouais. Je me la donne. Amis, ouvrez vos cœurs. Non, n'ayez pas peur. L'argent ne fait pas le bonheur. Le fric ça rend méchant. Moi c'est différent. Je suis né dans le luxe. C'est mon élément. Pas le tien apparemment. Donne-moi du cash. Be nice with Bryce.
habillé en jaune frime pour cleaner le monde de la déprime. Ce que Dieu vous donne prise multiplie coquille le corps. C'est le cast of rice, 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 c'est le cast of rice.